Les sujets énergie ont été pilotés depuis Bercy, ce qui a permis d'avancer assez positivement sur les sujets qui lient énergie et industrie. Bonjour, donc je suis Jules Nissen, le président du syndicat des énergies renouvelables, qui est la grosse organisation professionnelle représentative de tous les acteurs de la production d'énergie renouvelable. On compte 570 membres, on est une équipe de 23 permanents et notre travail c'est finalement de représenter les intérêts de tous ces gens-là auprès du gouvernement, du Parlement. Et je précise qu'on s'occupe aussi bien d'électricité que de chaleur, de géothermie, de gaz renouvelable. On représente toutes les filières et toutes les étapes de la chaîne de valeur. Et on a évidemment les gros énergéticiens dans nos adhérents, mais également beaucoup de PME et également des structures qui émanent du monde des collectivités locales, qui est un enjeu important pour la production d'énergie renouvelable. Le syndicat des énergies renouvelables, c'est ce que dans le monde anglo-saxon on appellerait un lobby. C'est aussi une instance représentative d'une profession. Et donc on cherche à défendre l'intérêt de nos membres. Pour ça, évidemment, on discute beaucoup avec le gouvernement et le Parlement. On pourrait se demander d'ailleurs pour quelles raisons on le fait autant, mais c'est parce que le monde de l'énergie est un monde extrêmement régulé et que l'essentiel des productions s'inscrivent dans un cadre qui dépend d'appels d'offres, de tarifs d'achat, d'une réglementation qui nécessite de beaucoup discuter. Et les pouvoirs publics ont besoin d'avoir un organisme représentatif avec lequel ils font un lien avec la profession. Et puis par ailleurs, comme tout syndicat professionnel, on travaille beaucoup avec les membres au travers de commissions thématiques, de partage de bonnes pratiques, on fait de la veille juridique. C'est un syndicat qui est très très vivant et qui fonctionne beaucoup par les apports qu'y amène chacun de ses membres. L'Europe et la France peuvent arriver à la souveraineté, ça a été démontré. En fait, ce qui fait défaut dans la souveraineté énergétique, c'est la dépendance aux énergies fossiles, puisque l'Europe, à quelques exceptions près, n'en produit pas. Elles sont toutes importées. Donc si on remplace les énergies fossiles par des énergies renouvelables, qui sont par définition produites sur le territoire, c'est l'énergie du vent, du soleil, c'est les calories de la terre, c'est la biomasse, eh bien, forcément, en remplaçant ces énergies importées par de l'énergie produite sur le territoire, eh bien, on construit notre souveraineté énergétique. Ce qui a d'ailleurs un grand intérêt, c'est que ça évite aussi d'exposer tous nos concitoyens français et européens à des aléas géopolitiques qui font parfois faire au prix de l'énergie des mouvements de yo-yo importants. N'oublions pas ce qui s'est passé en 2022, c'est pas si vieux. Tout d'un coup, tous les prix ont explosé parce qu'il y avait un contexte géopolitique spécifique et rien malheureusement nous garantit que ça ne va pas recommencer. Donc cette souveraineté énergétique, elle a comme premier effet d'assurer aussi beaucoup de résilience à notre système énergétique et aussi donc de pouvoir d'achat pour nos concitoyens, de compétitivité pour les entreprises. Le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a bien rappelé la nécessité de reprendre immédiatement ces travaux de planification. On espère qu'on va le faire avec suffisamment d'ambition. Pourquoi ? Parce que si on veut réussir la décarbonation, il faut inscrire des stratégies dans le temps long. Les choses ne vont pas se faire sur un claquement de doigts et elles ne supporteront pas les aléas. Il s'agit d'investissements considérables, il s'agit de modifier des habitudes de consommation, des habitudes de vie. Et tout ça, ça doit s'inscrire dans la durée pour qu'on puisse mettre en place les accompagnements nécessaires. Et enfin, je parle d'accompagnement. Tout ça, évidemment, ça va coûter de l'argent. D'abord pour aider les gens et les entreprises à modifier la manière dont elles consomment de l'énergie. Passer aux véhicules électriques, isoler et modifier son système de chauffage. Pour les entreprises, passer à l'électrification de leurs procédés, par exemple. Tout ça sont des choses qui sont coûteuses, qu'il faut aider. Mais si on fait ça, si on lie décarbonation et compétitivité, à la fin, c'est une équation économiquement gagnante. Le colloque annuel du CER, c'est un gros événement qui permet une fois par an de porter des gros messages. Je crois que cette année, il s'est déroulé dans un contexte particulier puisqu'il n'y avait pas de gouvernement en place. Donc plutôt que d'être un dialogue gouvernement-profession, ça a été un appel de la profession à un gouvernement à venir. Et je crois que tout le monde était très unanime pour bien rappeler un message, celui que le combat qui est devant nous est celui de la décarbonation des usages. Alors ça fait terme un peu techno, mais ça veut dire que ce qu'il faut vraiment parvenir à faire, c'est soutenir la transformation dans la manière dont on consomme de l'énergie avec plus de sobriété
et moins d'énergie fossile. Et que donc il faut que dans les choix qui vont être faits, et ça commence dès le projet de loi de finances 2025, eh bien, on ne vienne pas sacrifier les budgets qui accompagnent cette transformation. Et ici, on est à une exposition organisée par l'ADEME et dans ces coupes budgétaires qui ont un temps été envisagées, il y a évidemment le fonds chaleur, il y a les budgets propres de l'ADEME et ce serait incompréhensible que le signal politique envoyé consiste à raboter ces budgets qui vraiment soutiennent la transformation de notre modèle énergétique. Je pense que c'est ça le message principal qui a été dit au moment du colloque du CER. Nous, on est tout à fait prêts à discuter de l'optimisation de tous ces dispositifs, bien entendu, mais l'ADEME en particulier est un acteur essentiel qui parle directement aux gens, qui a un rôle majeur à jouer et il serait inconcevable que son budget d'intervention soit diminué. Ce serait à l'envers de la lutte contre la dette écologique.